Merci beaucoup. Alors, la parole à monsieur Ali Bouamid. Merci Zaki, je vais être très court. Hein. Les gens sont fatigués, depuis beaucoup de choses ont été dites déjà. Qu'est-ce que je peux dire tout en maintenant une distance pour ne pas parler en tant que le fils d'Abdelrahim, mais peut-être avec un regard un peu plus distancié, il y a 20 ans déjà qu'il est parti. Et puis je pense que être fidèle à sa mémoire, en tout cas pour moi et pour nous, ce n'est pas du tout tomber dans l'excès de consister à encenser sa mémoire ou à la glorifier. Je pense qu'il ne serait pas du tout content de cela. Donc j'aurais un regard, je ne dirais pas objectif, parce que je ne crois même pas à l'objectivité en matière d'histoire. Donc je dirais simplement un regard qui est le mien, avec la dose d'affection, mais aussi la part de discernement que 20 ans au moins qui nous séparent de sa disparition me permet aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux dire d'intéressant? Peut-être la première des choses qui m'a transmis, puisqu'on est encore sur le registre affectif, c'est l'idée que, contrairement à une idée reçue, on ne fait pas il y a dans la politique forcément une dose de passion. La passion est un ressort de l'engagement politique. On dit souvent que la passion est antinomique avec la politique. On ne peut pas faire de la politique quand on est passionné. Chez Abdelrahim, il y a une nuance. C'est que la passion est le ressort de l'action politique. Il n'est pas de politique qui puisse être tirée par la passion. Pourquoi? Si elle est le moteur, parce que c'est là que les convictions s'expriment le mieux. C'est là qu'on fonctionne à la conviction. Et on s'engage, on accepte de se battre, on accepte de persuader, on est motivé, on est mobilisé que parce qu'on est porté par une énergie qui est celle de la passion, qui elle-même est complètement liée à celle qu'on ne peut pas dissocier de la conviction. Donc ça, c'est un trait très fort chez nous. Mais en même temps, dire que la passion est le ressort ou le moteur de l'engagement politique, je dirais plutôt, ne veut pas dire que la politique se réduit à la passion ou qu'il faille faire la politique de manière passionnée. C'est deux choses différentes. Donc il y a d'abord cette première nuance, à mon avis, un homme passionné, mais qui a su et qui sait que la passion, il faut savoir la soumettre à la raison pour pouvoir prendre des décisions au moment où il faut les prendre, parce que c'était un homme qui aimait les décisions. Le deuxième trait, à mon avis, assez caractéristique du personnage, vous voyez bien que je vais essayer de prendre la distance quand même, c'est cet équilibre assez rare, hein, je dois dire, assez rare, entre la conviction et la responsabilité, sans aucun moment enfreindre les règles élémentaires de la morale. Ça, c'est très important, ça. Nous avons des hommes de conviction, des hommes politiques de conviction qui sont tout à fait respectables, d'accord, et qui ont des parcours tout à fait respectables, mais qui n'ont jamais été aux prises avec des décisions politiques parce qu'ils étaient dans l'opposition, ou tout le temps dans l'opposition. Et nous avons des hommes politiques qui n'ont connu que les responsabilités, donc qui ne sont pas forcément animés par des convictions, qui sont un peu... La politique, pour eux, c'est un métier. Mais nous avons plus rarement des hommes qui arrivent à trouver un équilibre entre les deux, d'accord, et que cet équilibre a une traduction très claire dans les faits, dans la décision, dans la participation à la décision. C'est que la politique se fait à partir de compromis, est fondée sur des compromis, mais que jamais le compromis ne doit basculer, ne doit glisser vers la compromission. Comment être un homme politique et en restant sur cette corde raide qui est extrêmement difficile à tenir. Quand on n'est pas du tout dans le compromis parce qu'on n'est pas invité à faire du compromis ou qu'on ne peut pas le faire, c'est une chose. Quand on n'est que dans la compromission, c'est dans une autre chose. Mais quand on est entre les deux, c'est beaucoup plus compliqué. Et je pense qu'il est arrivé, dans son parcours, moi en tout cas je vois, cet équilibre qu'il est arrivé à forger dans le temps et dans les épreuves extrêmement difficiles qu'il a eu à traverser. Un équilibre qu'il est arrivé à forger et dont il est sorti, dont sa conscience, dont il avait un grand souci, dont sa conscience personnelle est sortie grandie. Et quand il est mort tranquillement. Il est mort comme quelqu'un qui peut se regarder dans la glace jusqu'à la fin de sa vie et qui peut être fier tout en étant très modeste, écrasé d'humilité par rapport aux problèmes qui attendaient les Marocains et qui attendent le Maroc de demain. Mais en même temps, en ayant eu le sentiment d'avoir fait ce qu'il pouvait faire pour ce pays. C'est comme ça que je l'ai ressenti, moi, sur le plan affectif. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Peut-être
un point supplémentaire que m'inspire le propos de Mustafa et de Martin Monjib, qui est intéressant. Je crois que cette question, de façon générale, au-delà de Brahim, là on est dans le sujet mémoire, histoire, le lien avec les uns et les autres. Moi je crois que nous avons besoin, à partir du travail qui a été fait déjà, et qui a été ébauché par Mustafa, nous avons besoin, me semble-t-il, de travailler un peu plus à une histoire compréhensive. Et non pas simplement à une histoire qui serait une succession une chronologie. Une histoire compréhensive, c'est-à-dire une histoire qui parvient à partir du travail sur les mémoires, avec tout ce qu'elles ont de subjectif. Parce que moi je pense que la subjectivité des mémoires est extrêmement importante pour construire ensuite un récit ou une mise en... Oui, un récit historique. Bon. Je pense que nous avons besoin d'une histoire compréhensive qui est fondée sur ces éléments-là, entre autres, avec la distance évidemment requise, qui est celle de l'historien, mais l'historien c'est aussi un être humain. Et c'est un être humain qui a des émotions et qui peut connaître des engagements. D'accord ? Ça existe ça aussi. Mais il y a un moment ou un autre où l'écriture de l'histoire exige, au-delà du côté affectif, du côté subjectif, du côté personnel, et de l'attachement ou de la sensibilité qu'on peut avoir vis-à-vis de l'objet qu'on étudie, d'accord ? Au-delà de ces questions, l'historien ou un autre, il doit arriver à se détacher de toutes ces émotions-là, de tout cet environnement-là, pour essayer de produire un texte, ou une lecture, un récit qui soit le plus conforme, disons, à ce que ce recul, cette distance lui permet de faire. Et moi, je crois que cette histoire compréhensive est importante, et je l'entends comme une manière d'essayer de restituer, dans le travail de l'historien, de restituer les ambiguïtés, la difficulté, l'intelligence des situations que les hommes avaient quand ils étaient en situation. Comment ils ont vécu Aix-les-Bains, mais de l'intérieur d'Aix-les-Bains, c'est-à-dire de la période. Aujourd'hui, porter un jugement sur Aix-les-Bains, c'est pas compliqué, quoi. On peut lire 2-3 choses, on peut dire, on peut écouter. Mais essayer de restituer le contexte dans lequel les acteurs ont été amenés à faire telle et telle chose à ce moment-là, est une toute autre façon enfin, apporte un éclairage qui est complètement différent et qui paraît être, moi, très 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 riche. Alors, je vois dans les parenthèses qui sont pour moi comme des nœuds, en fait, des nœuds problématiques qu'il faudrait poser. On n'en parle jamais de ces sujets que tu as évoqués. Ils sont très importants, effectivement. Hein, donc les points problématiques, ils mériteraient chacun vraiment une vraie discussion interrompue, mais il faudrait qu'à un moment ou à un autre, les hommes politiques se lâchent. Au sens où ils arrivent à parler, ils arrivent à dire, et simplement raconter, tout simplement raconter ce qui leur est arrivé par rapport à ces questions-là, et comment ils ont été amenés à prendre telle décision. Moi, je trouve que dans ce que mon père a laissé, pas beaucoup de choses, mais dans ce qu'il a écrit, il a essayé de raconter. Voilà ce qu'on a vécu, il y avait ci, j'ai vu un tel, et après je suis venu, j'ai vu Allah, il m'a dit après, j'ai vu ça. C'est très important ce film. Il est très important parce qu'il montre comment l'auteur comprenait les problèmes à l'époque. Comment il les envisageait à l'époque. Donc, on peut en déduire comment il a pu ensuite prendre telle ou telle décision ou s'engager de telle façon. Et moi, je crois beaucoup au fait que ces éléments-là, ce travail sur ce matériau-là, peut considérablement enrichir la lecture que nous avons et que nous aurons demain d'une histoire qui n'est pas encore écrite. On est bien d'accord que l'histoire du baroque contemporain, étant en enjeu aujourd'hui, est un enjeu politique majeur, elle n'est pas encore écrite. La création de l'Institut Royal pour les études historiques n'a pas encore complet. Le travail qu'ils ont fait est un travail sans doute intéressant, mais certainement pas pour le XXIe siècle. Pour le XXe siècle, pas encore. En tout cas, moi, je ne l'ai pas compris de cette façon-là, je le vois. Je pense qu'il y a un gros travail supplémentaire à faire, et que le travail sur ces mémoires-là qu'ont laissé plusieurs hommes politiques est extrêmement intéressant et très riche pour pouvoir enrichir précisément ces réflexions. Je voulais terminer sur un point, mais je n'ai pas le temps de parler. Je pense que j'en parlerai une autre fois, qui est pour moi une énigme. Une énigme que je m'explique, mais sur laquelle il y a encore des zones, c'est l'ambivalence de la relation avec Hassan II. Il y a une forme de... Et cette ambivalence, j'avais évidemment le récit de mon père, c'est-à-dire j'avais la lecture qu'il avait, ou en tout cas le jugement qu'il pouvait porter à tel et tel moment de l'histoire sur l'action de Hassan II, avec ses colères, avec tout, ça je l'ai. J'ai eu, à la mort de mon père, on a vu Hassan II, mes frères et moi, on a eu un autre retour, qui était très intéressant, parce que
Hassan II nous a reçus, c'est la première fois que je le dis, nous a reçus en nous disant « Je vous reçois comme je recevais votre père ». C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun témoin. Il a pris soin de faire en sorte que l'ensemble des témoins qui étaient là, en leur demandant de s'écarter. Et le langage qu'il a eu avec nous n'était pas du tout un langage comme un roi peut avoir avec... c'était un langage plus sincère, c'était quand même un langage d'un chef d'État, oui. C'était pas un langage familier. Mais je veux dire, c'était un langage relativement détendu. D'accord ? Et puis un langage franc, où il a commencé par nous dire pourquoi ils n'étaient pas d'accord. Pourquoi c'était des opposants. Ça a duré 25 minutes, on a attendu 20 minutes avant. Bon, et quand je fais le lien entre les deux, je réfléchis à cette question pour l'instant. Je pense qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose, pourquoi? Parce que ces gens-là, ces deux personnages se sont connus d'abord à Madagascar, même avant Madagascar. Ensuite à Madagascar, parce qu'ils se sont vus. Ensuite à Rabat, quand il était prince Moulay Hassan. Qu'il y a des histoires extrêmement intéressantes là-dessus qu'il faudrait un jour faire ressortir. Par exemple, vous avez des témoignages qui sont un témoignage formidable de la femme de Jean Lacouture, qui était au Maroc à l'époque, qui était une très belle femme à l'époque, et qui fréquentait beaucoup, c'est là d'ailleurs c'est au Maroc qu'elle s'est mariée avec Jean Lacouture, et qui fréquentait beaucoup à la fois le milieu du palais royal, mais aussi les milieux nationalistes, et qui passait de l'un à l'autre. C'était une jeune fille un peu insouciante, très jolie évidemment. Donc, et elle raconte des épisodes, malheureusement ils existent, mais on les a complètement coupés, extrêmement intéressants et très significatifs de cette partie j'allais dire, d'ombre de notre histoire, qui à mon avis est fondamentale, parce qu'elle peut expliquer un certain nombre d'attitudes et de comportements. Moi, je ne crois pas qu'Abdelrahim était un marxiste. D'abord, Abdelrahim n'a jamais été, je ne pense pas qu'il soit marxiste, même si l'option il n'était pas marxiste, Abdelrahim. Mais je pense qu'il était fondamentalement convaincu que les hommes, l'individu, avaient été faiseurs d'histoire, entre guillemets, comme tout le monde, ou comme Marx le disait, mais qu'en même temps, ils ne savaient pas forcément l'histoire qu'ils faisaient. Ils participaient à l'histoire sans savoir forcément où allait les conduire. Et là-dessus, il y a des éléments très très importants, il y a vraiment des anecdotes même, qui sont très significatives. Moi, je crois beaucoup à cette part d'histoire, parce que je vois simplement, un pays comme la France, comment des travaux ultérieurs ont amené à compléter tout le temps. L'histoire tu sais mieux que moi, est un travail qui se fait, qui se refait, qui est en perpétuel mouvement, et on n'en finit jamais avec les regards qu'on peut porter. Quand on regarde la Révolution française, tout ce qu'il y a comme travaux encore très actuels là-dessus, et qui apportent à chaque fois un élément supplémentaire. Moi, je pense que le côté subjectif, pour terminer, subjectif de certains individus, y compris de Mohamed Eti Derki avec nous, parce que si Mohamed Eti Derki est intéressant, s'il vous raconte pas simplement les événements ou la succession des événements historiques, mais le dîner, le déjeuner, qu'est-ce qu'il m'a dit, qu'est-ce que je lui ai dit, pourquoi, comment, et j'ai pensé que, il a pensé que. Là. Et c'est ça c'est ce qui nous manque le plus, je crois. Merci. Alors, merci beaucoup, merci de votre attention, parce que ça fait 2 heures qu'on parle, il est vrai qu'on était 7, 8. Alors maintenant, j'ouvre le débat. Madame Chadlia Salah Rachid a voulu prendre la parole. Elle est à vous, madame. Abdelrahim Bouhabid, grand homme politique et homme d'État que j'ai énormément respecté, les circonstances qui m'ont amené à le rencontrer à Paris. Je venais de partir sur Paris le 20 août 53. J'étais appelée, le 19 août, j'étais à Tétouan, invitée par la princesse Salah Fatima Salah à un déjeuner avec son mari, le khalifa de la zone de Tétouan. Ce 19 août, au cours du déjeuner, un coup de téléphone de la princesse Aïcha me demandant de partir sur le champ sur Paris, si j'avais mon passeport, d'évoquer quelqu'un qui devait aider le Maroc, qui était président Edgar Faure, de le rencontrer immédiatement. J'ai besoin de citer la personnalité d'Edgar Faure et comment je l'ai rencontré. Et pour quelle raison il va venir aider le Maroc. Je l'ai rencontré pour un déjeuner à Antibes chez la baronne Alard, une grande amie du Maroc, où elle me présentait Edgar Faure. Nous avons parlé beaucoup du Maroc, et il prétendait qu'elle viendrait le plus tôt possible. Je lui ai dit l'inimitié qu'a amené le résident général Guillaume vis-à-vis du Paris.
Il était fort intéressé, il m'a dit avec ma femme, nous viendrons vous voir au Maroc. Il rencontra mon père à Paris, elle devint aussitôt amie. Il vint le printemps 53 à Rabat, le cours de téléphonage pour un déjeuner que mon père veut organiser pour lui. Il invita le prince héritier Moulay Hassan. Moulay Hassan, bien entendu, comme toujours, il ne faut pas parler toujours des problèmes du Maroc avec le président Jésus. Après le dîner, du déjeuner, pour le prince Moulay Hassan, on a le président Itnafort et son épouse chez le roi, Sa Majesté Sidi Mohamed, dans sa villa de Suisse. Sa Majesté, le recevant, lui l'idée, c'était le printemps 53, il finit par le prince Moulay Hassan, est-ce que le jour où nous avons besoin de vous, est-ce que nous vous trouverons? Il répondit en effet, non seulement Lucie, qui avait à ce moment-là la direction de la magazine Douanef, elle lui dit non seulement vous trouverez mon mari, mais vous me trouverez à vos côtés. Et si vous voulez évoquer le Maroc, nous sommes là. Effectivement, la princesse Aïcha avait très bien compris qu'il fallait que je passe sur Paris. J'arrive le 20 août 53, et je n'oublierai jamais ce jour-là, je vais appeler Serradoum Nabrif. Je ne savais pas des nouvelles de mon père, le téléphone était coupé, j'étais complètement perdu, nous étions en vacances à Tanger. Et j'arrive, je téléphone Serradoum Nabrif, le ministre plénipotentiaire du Maroc, directeur de la mosquée de Paris. Il me dit, venez aussitôt, nous vous attendons, c'était le 19 août, je me souviens bien le 19. Le 20, à l'aéroport, son chauffeur Paul, qui m'a appris la cruelle nouvelle de la déposition du sultan Sidi Mohamed. J'ai eu vraiment un choc émotionnel, je me rendis à la mosquée. Et là, je dois évoquer certaines personnes. En arrivant à la mosquée, je rencontre Bécaye. Bécaye, à ce moment-là, a dit qu'il n'avait plus de raison de rester à Paris, qu'il venait de donner sa démission du Pacha de Sefo, et qu'il rentrait finalement parce qu'il n'avait plus le moyen de rester. Je vais évoquer une petite chose très personnelle, je suis femme, et cependant, quand j'avais emporté pour le déjeuner qu'il y avait après le dîner, avec Moulay Hassan, Garcia Valino, le résident général à Tétouan. J'avais avec moi des bijoux et un cafeton. Ces bijoux vont jouer un rôle. Et elle me dit, je n'ai plus les moyens, j'ai vendu un terrain à Sefo et je n'ai plus les moyens de rester à Paris. Je lui ai dit, moi j'ai les moyens de vous garder. Je suis allée au Clou, rue Pierre Permet-Servier, le crédit municipal, et j'ai engagé mes bijoux. Il m'a dit, je ne peux plus payer l'hôtel. Je lui ai dit, voilà, pour payer quelques semaines, mais restez, nous avons constitué un gouvernement marocain en exil. Sikato Banabri se retourne vers moi, il m'a dit, je suis là. Vous avez l'intention d'avoir une action politique? Je lui ai dit, immédiatement, sur le champ. Mais pourquoi suis-je là? Alors il m'a dit, écoutez, j'ai 80 ans, je suis très âgé, les Français vont m'inquiéter si vous continuez. J'ai dit, alors je vous quitte. Je téléphone à Edgar Faure et son épouse, il me dit, venez immédiatement, venez chez nous, nous vous attendons le matin. Je trouve au petit déjeuner Edgar Faure. Je lui dis, alors Edgar, vous avez promis de donner votre démission. C'est le moment où je viens vous rappeler cette promesse. Il me dit, oui, en ce temps. Mais oui, bien entendu, j'ai déjà déposé ma recommandation d'opposition à cet exil, mais il faut finalement, si je donne la démission, je devrais revenir à mon âge, je ne pourrais pas revenir dans le gouvernement, il vaut mieux que j'y reste pour défendre son intérêt. Je réfléchis, sa femme me dit, et surtout, je risque de divorcer parce que tu n'es pas à la hauteur. Je dis, non. Il me dit, mesdames, il vaut mieux me garder, il vaut mieux que je reste dans le gouvernement. Alors il me dit, mais il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui est très intéressant pour vous, c'est Mitterrand, parce qu'il vient de donner, il menace de donner sa démission. C'était le 21, je vais chez le président, chez Louis Massignon, je rencontre le premier Marocain que j'ai vu ce jour-là, le docteur Tahir Khatib, avec le comité France-Maghreb. Louis Massignon va aller commencer à la grève de la faim. Le lendemain, Mme Edgar me dit, je vais prendre rendez-vous avec Mitterrand pour vous. Alors, le 23, à 11h, j'étais invité à rencontrer Mitterrand. Bécaye, qui à ce moment-là ne pouvait pas, j'étais en contact permanent, il me dit, j'ai demandé à le rencontrer, il menace de donner sa démission, mais il ne veut pas me recevoir. Je vous emmène avec moi. Je n'oublierai jamais à l'entrée, j'avais l'envoyeur à ce moment-là en France, dans le ministère, son Excellence, d'abord il m'annonce, il vient vers moi, et puis il me dit, écoutez, vous n'allez pas jouer Jean d'Arc dans un pays républicain. Vous savez ce qu'on a fait de Jean d'Arc? Je connais très bien votre histoire, écrite par M. Isaac, n'est-ce pas, M. Isaac? Il me dit, oui, je sais, je connais très bien votre histoire. J'ai eu sur le banc public on voulait m'apprendre que mes ancêtres étaient les Gaulois. Alors il dit, comment? Je dis, oui, j'ai été surpliqué quand j'étais... Quel âge avez-vous? 6 ans. Est-ce que toutes les femmes du Maroc sont comme vous? Absolument. Qu'est-ce que nous faisons chez vous? C'est la raison de ma visite. Vous avez essayé de donner votre démission, mais voulez-vous déjeuner avec moi? J'ai dit, chez moi, je suis musulmane marocaine dans mon pays, on est déjà pas seul avec un homme. Il me dit, alors votre père, en résidence surveillée, votre frère, appelé dans les commissariats de police, alors avec Ousmane,
Moulay le cousin du roi, on les avait activés, Boniface, de menacer de tous les sévices. Il me dit alors, peut-être c'est trop jeune à fiancer. Je lui dis, c'est le Maroc, et pour lequel je donne ma vie. C'est mon idéal. Il me dit alors, j'ai dit, mais un chaperon. Parce que chez nous, les jeunes filles, quand elles sortaient, elles avaient un chaperon. Il me dit, il est là, il est dans le salon. Voulez-vous l'appeler? C'était Bécaye. Il rentre avec sa jambe, il dit, oh non, je n'ai pas voulu. Je dis, comment? Cet homme a donné à la France sa jambe. Il a un officier français, il était sur vos champs de bataille. De toute façon, monsieur, nous n'avons plus rien à vous dire, nous allons partir. Il me dit, comment? Mais partout, vous déjeunez avec moi. Avec lui. Il emmène des jeunes hommes à rue Scribe, à l'hôtel Scribe. À ce moment-là, il donnait ma démission, je le dirais, mais il faudrait que vos hommes politiques, où sont-ils pour pouvoir, à ce moment-là, mener l'action? Je dis, voilà. Alors, je ne sens retourner avec ces Bécaye. On sait que le lendemain, devant les hommes politiques étaient déjà... Est-ce que vous avez écrit les hommes politiques étaient... J'arrive à votre père. Les hommes politiques étaient en prison. Tous les partis des cyclables. Et je demandais à l'avant, on a vu les étudiants de l'ICICLAB, les étudiants à l'université. On va commencer là. Il me dit à un moment donné, mais la plupart sont en prison. Arrive alors 54. Alors je vais rencontrer votre père, les circonstances qui m'ont amené à le rencontrer, je veux dire, l'homme admirable que j'ai rencontré ce jour-là, c'était la conférence sur la solution du problème franco-marocain. Le centre d'études mené par M. Jean Védrine. Comment se fait-il un Français qui a dit ce jour-là, quand un peuple, l'aspiration d'un peuple, que peut-il avoir, c'est l'indépendance. Il a cité ce jour-là. Alors, il y avait bien entendu, Jean Védrine a pris la parole, suivi par Butin. Il arrive votre père, le grand, je dirais le grand. Je vous félicite d'avoir eu, vous êtes très fiers de cet homme. Il a fait un exposé remarquable, en peu de temps, avec tellement de clarté, que vraiment l'assistant l'a ovationné, il a pu informer très bien de la situation du Maroc. Voilà la première rencontre que j'ai eue avec c'est Abdelrahim Bouhabid. La seconde, d'une façon différente. Et après, il y a eu, le président, comment dit-on, votre père m'a téléphoné un jour en me disant, écoutez, je voudrais vous voir parce que j'ai un message de Mitterrand. Mitterrand était devenu président de la République française. Il était en vacances, à Marrakech. Il avait fait sa visite d'État, resté quelques jours à Marrakech. Il a reçu des hommes politiques, les représentants des partis politiques. Et à ce moment-là, il a reçu Bouhabid. Il lui dit à brûle pour point, qu'est devenu Chedia? Votre père me dit, je ne savais pas que vous disiez, comment ça? Est-ce que cette grande femme, qui est une grande patriote, elle a nommé ministre, au moins ambassadeur. Il lui dit, il y a très longtemps que je ne l'ai plus revue, elle a pris une action politique, le retour du roi, elle a terminé sa mission, elle a pris une action humanitaire. Il lui dit, alors, voulez-vous lui dire de ma part? Vous l'avez rencontré, il lui dit, mais elle vous a emmené chez moi, vous avez à Paris, à mon ministère. Je lui dis, il lui dit, non, il y a de mépris, c'était pas moi, c'était Bécaye. Votre père, toujours, c'est absolument éclatant, d'intelligence, homme de culture. Un peu plus tard, il lui dit, écoutez, voulez-vous lui faire un message? C'est rentrer dans l'ombre, dis-tu, qu'elle a choisi la gloire. Un temps plus tard, j'ai eu le plaisir de rencontrer votre père, homme de culture, homme remarquable. Il m'invita, il était à ce moment-là ministre des Finances. Il invitait de nombreux hommes, des intellectuels français et étrangers. Il recevait, alors il y avait le côté de la culture que j'ai admiré, remarquable, avec son brio, son intelligence. Je veux dire, j'étais très fière d'avoir comme ami votre père. Je vous remercie, madame. Bismillahirrahmanirrahim. Abdelrahim Bouhabid, j'ai connu Abdelrahim Bouhabid en 1950-51. Donc, il y a à peu près 2 tiers du siècle. Je l'ai connu, je dis ça très rapidement. Je le connais à Paris. Nous nous sommes rencontrés au boulevard Saint-Germain. On se connaissait de nom, on s'est salué, mais après, je l'ai connu dans 2 circonstances. Premièrement, comme étudiant à Sciences Po, il était étudiant à l'EVLIB. Moi, j'étais étudiant en forme, j'ai passé le diplôme, il était là, il suivait les cours. Et puis surtout, je l'ai connu à la rue Serpente. Il était envoyé par le parti d'Istiqlal pour nous laver la tête, nous les jeunes. Pourquoi? Parce que nous étions une petite poignée de jeunes marocains, je cite ceux dont je me rappelle, Hadim Souad, Allah yarhamou, Mohamed Tahri, Allah yarhamou, 3 ولا 4 Tahri وعبد الرحمن كنا 5 ولا 6.
Qu'est-ce que c'est que cet istiqlal? Nous étions tous de l'istiqlal au départ, mais nous étions contestataires à l'istiqlal. Quoi? Nous étions très militants au Maroc, en France, on apprend que le parti de l'istiqlal discute avec les résidences la distribution des postes de responsabilité dans les sociétés. Comme vous en avez parlé. Hein? Comment? Pourquoi? Et il y a un responsable istiqlal, dont Abdelrahim, moi je le dis, qui est venu pour nous mettre sur le chemin. Allah yahdikum. Non, on lui disait non, il faut absolument que nous soyons au courant, que nous discutions ce que vous faites. Ceci nous a éloignés du parti istiqlal pour nous rapprocher du Parti communiste français. Nous étions très sympathisants au Parti communiste français. Et quand nous sommes rentrés, nous avons connu là Ali Attaf qui était exilé. On allait le voir très souvent. On discutait avec lui. J'allais moi-même personnellement, je le dis, j'allais dans les sections du Parti communiste français sans être adhérent, parce que ma femme était communiste dans la section de la Banque de France. Et bien j'allais avec elle. Elle m'a mené, j'écoutais les camarades du Parti communiste français et de la Banque de France. Mais rentrant au Maroc, pourquoi? On était très sympathisants. Parce que le Parti communiste nous miroitait la communauté française, qui est un peu l'Union soviétique, formée par des pays indépendants. Elle nous convoitait que, le Parti communiste français, que si elle prend le pouvoir en France, eh bien, le Maroc sera proclamé indépendant dans le cadre de la communauté française. Et vous savez que ceci ne reste pas indifférent à un jeune de 23 ou 24 ans. Hein. Bon, nous rentrons au Maroc, et nous adhérons au Parti communiste marocain. J'ai été membre du Parti communiste marocain. Là, je dois dire quelque chose. Évidemment, j'étais distrait auparavant, je rentre au Parti communiste marocain ici. Rapproche le micro. Je vois Mahdi Boubacar, tout à fait au début du l'islam. Il savait que j'étais au Parti communiste. Ma Rachid, il n'a pas voulu travailler avec moi. Où j'ai été? Il faut que je dise toute la vérité. Je suis décidé à dire toute la vérité. Où j'ai été voir, à ce moment-là, pas Abdelrahim. Micro. Bon, j'ai été voir Reda Gliera. Il savait que j'étais au Parti communiste marocain, mais il m'a pris dans son cabinet. J'étais membre dans le cabinet de maître Reda Gliera. C'est une révélation, ça. Et il m'a chargé. Bien sûr, il m'a chargé d'un dossier capital, les frontières du Maroc. J'ai discuté, je vais vous distribuer une lettre que je viens d'envoyer à Sa Majesté Mohamed VI. J'ai discuté avec les Français et avec les Espagnols. Les Français nous proposaient au Parti communiste, au gouvernement marocain, nous proposaient de discuter les frontières. Parce que ce qui est arrivé dans les frontières orientales, c'est catastrophique. Le colonialisme français a exilé Mohamed VI parce qu'il lui a proposé Mohamed V, parce qu'il lui a proposé deux choses: la co-souveraineté pour que les colons français participent aux élections et des assemblées, et ils lui ont imposé l'extrait de la province de Tindouf, qui était sous domination française. Lorsque nous sommes devenus indépendants, la co-souveraineté politique est morte, la co-souveraineté territoriale posait problème. Eh bien, je le dis dans le rapport dans la lettre que je viens d'envoyer à Sa Majesté aux États-Unis, je le dis, le gouvernement français, à ce moment-là, nous a proposé de discuter les frontières du Sahara oriental, c'est-à-dire la province du Tindouf et tout le Sahara oriental tel qu'il est dégagé dans les cartes du 19e siècle et du début du 20e siècle. Mais la France avait occupé, dès qu'elle a envoyé en exil Mohamed V, elle a occupé Tindouf. Et je relate un fait historique, c'est celui-là qui devait être
dont le nom devait être à Casablanca. Saïd Ben Ailat. Saïd Ben Ailat, au moment où Sa Majesté Mohamed V a été exilé, avait comme habitude d'apporter des pastèques à Tindouf, de les vendre et de retourner plus haut. Au moment de l'exil de Sa Majesté Mohamed V, quand il a vu que sur l'Amala de Tindouf, il n'y a plus que le drapeau français qui flottait. Alors qu'avant, pendant tout le temps, c'était le drapeau français et le drapeau marocain tel qu'il figurait dans toutes les villes du Maroc. Qu'est-ce qu'il a fait, Saïd Ben Ailat? Ça, il mérite plus qu'un avenir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu la nuit. Il est revenu la nuit, avec dans sa poche le drapeau marocain. Il est monté sur l'Amala de Tindouf, il a arraché le drapeau français et il a planté le drapeau marocain. C'est son premier acte de résistance au moment de l'exil de Mohamed V. C'est celui-là qui doit être dans la ville, pas l'autre. Bobby, un deuxième point, un deuxième point, un point sur lequel tu peux témoigner et terminer. Oui. Un point. Tu dois t'en témoigner parce que tu peux parler des heures, on sait. Mais là, on ne peut pas. Un point. Comment tu as vécu la question du Parti communiste qui a été évoquée par Moulay Ismail Alaoui? Moi, avec Abdelrahim, nous étions pour que le Parti communiste reste. C'est un parti nationaliste et qu'il reste marocain, qu'il reste. Bon, et c'est le seul qui s'est opposé à, comme vous l'avez cité. Je cite quand même une chose, puisqu'il y a un présent. La question de la femme. Aïcha Al-Armina. Abdelrahim, non, je dis, mais nous ne sommes que des garçons, que des hommes ici. Il nous faut une femme, il faut que la femme participe politiquement avec nous. Et il m'a chargé personnellement d'aller voir Aïcha Al-Arbi et des militants, de lui proposer de rentrer au bureau politique. Elle a refusé. Pourquoi? Sur la pratique. J'ai des enfants, j'ai tout ça. Mais en réalité, on a compris qu'il avait très peur d'avoir une responsabilité. Avec des hommes. Et voilà. Merci. Ali m'a fait signe tout à l'heure de prendre la parole. Effectivement, il sait pourquoi. Parce qu'il m'a vu souvent chez lui quand je venais voir son père pendant plusieurs années. Et il a oublié de dire une chose. C'est une qualité extraordinaire qu'avait Abdelrahim Bouabi, une qualité d'écoute. Parce que Ali doit s'en souvenir, mais je n'étais pas le seul ami étranger qui venait chez lui. Tous les amis étrangers du Maroc venaient chez lui et il avait une qualité extraordinaire qui était la qualité de l'écoute. Et ça, je crois que c'est une chose vraiment très importante parce qu'il voulait savoir comment les amis du Maroc, ceux qui avaient travaillé, ceux qui le connaissaient pour d'autres raisons, comment ils voyaient le pays à chacun de leurs voyages. Et c'était là pour lui, disons, une qualité qu'il avait parce qu'il savait écouter, il posait des questions et il essayait de comprendre ce genre de choses. Alors ceci m'a ramené, pourquoi je le connaissais très rapidement, parce que pour un autre souvenir, celui du plan quinquennal. Le plan quinquennal, Ismail Alaoui a rappelé tout à l'heure l'importance qu'il avait eue dans les décisions politiques qui ont été prises pendant ces fameux 55 mois de gouvernement. Mais ce plan quinquennal a été vraiment son œuvre. Et son œuvre, je m'en souviens très bien parce que je travaillais au plan quinquennal à ce moment-là. Et tous les dossiers techniques avaient été préparés par des fonctionnaires du protectorat. Mais chaque chapitre commençait par une orientation politique. Et cette orientation politique, eh bien, c'était Abdelrahim Bouabi qui les voyait personnellement, de tous les chapitres. Y compris d'ailleurs un dernier chapitre qui est complètement oublié. J'encourage les gens à relire le plan quinquennal parce qu'il a marqué le Maroc et beaucoup de choses ont été dites et beaucoup de choses sont là encore. Mais le dernier chapitre était intéressant parce que c'était le chapitre sur la régionalisation. Il aura fallu attendre un demi-siècle pour que ce problème revienne là-dedans. Donc cette expérience avec le plan quinquennal a été fantastique et malheureusement, on n'a pas suffisamment valorisé ce plan quinquennal comme étant un produit. Il a été promulgué malheureusement sous un régime istiklalien par Douiri, c'était Douiri qui était ministre, mais le plan quinquennal, ça a été imposé alors que le président du Conseil avait tenté un coup de force lors du Conseil supérieur du plan pour éliminer tout ce plan quinquennal considéré comme un plan de la gauche. Et finalement,
il a été obligé d'accepter que on s'en tienne aux décisions du Conseil supérieur du plan, qui a été la dernière manifestation démocratique du pays, et le plan quinquennal a été promulgué, et il représentait, sauf quelques petites modifications qui avaient été notées au passage par Ben Barka, et dont je suis responsable, parce que c'est moi qui avais fait les dernières corrections sur ce plan quinquennal, c'était simplement des petites questions de forme. Tout le reste du plan était intégralement le plan d'Abderrahmane Bouhabi. Voilà, merci. Écoutez, je prends encore 2 questions s'il y en a 2, et puis après on arrête un peu parce que ça fait 3 heures que nous sommes ici et on n'en peut plus. Hein. En vérité, on n'en peut plus. C'est bon.